Redouté pour ses colères, adoré pour ses bienfaits, le Yangtze coule paisiblement au travers de la grande plaine chinoise. Mais derrière ce calme apparent, la puissance du dragon, son apparence mythologique, demeure intacte. Prenant sa source dans l'Himalaya, la rivière qui monte vers le ciel, le surnom tibétain du Yangtze, traverse toute la Chine d'ouest en est sur près de 6400 km avant de se jeter dans la mer. Pacifié depuis la construction du barrage des Trois Gorges, le grand fleuve, comme l'appellent les Chinois, est désormais ouvert à la navigation touristique. Depuis Nankin, nous allons donc parcourir plus de 2000 km à la découverte du plus mythique fleuve de Chine, le Yangtze. On dit que les gens qui vivent au bord du Yangtze, ou bien de la mer, sont généralement plus éveillés et plus intelligents. Cela vient du fait qu'ils sont directement et plus rapidement en relation avec le reste du monde. C'est notamment vrai pour les villes situées dans le delta du Yangtze, comme Shanghai, ou Suzhou, Wuxi, Zhangzhou et bien sûr Nankin. Toutes ces villes sont sensibles aux idées qui viennent de l'étranger. Elles sont réceptives aux nouvelles technologies et aux mentalités du monde moderne. Comme toutes ces villes, Nankin a connu et connaît toujours un changement très rapide. Nankin, 7 millions d'habitants, une ville de taille moyenne à l'échelle de la Chine, est devenue en quelques décennies, à l'image de Shanghai, sa puissante voisine, une métropole moderne, bruyante et agitée. Héritière du changement amorcé en 1978 par Deng Xiaoping vers une société de consommation, la jeunesse de Nankin s'adonne aujourd'hui sans complexe au plaisir de la modernité. Ce changement est sans aucun doute l'un des plus brutaux que la ville ait connu depuis sa fondation, il y a 2500 ans. Loin de l'agitation de la ville nouvelle, c'est au milieu de la nature apaisée des montagnes pourpres qu'il faut se promener pour retrouver les traces de Nankin, ancienne capitale de la Chine. C'est Zhu Yuanchang, le fondateur de la dynastie Ming, qui décide en 1368 de transférer la capitale du royaume de Pékin, littéralement la capitale du Nord, vers Nankin, la capitale du Sud. À l'abri de puissantes fortifications gardées par des animaux mythologiques, il bâtit l'une des plus grandes villes du monde de l'époque. À l'intérieur de l'enceinte, une longue allée bordée de statues de pierre représentant des éléphants, des lions et des chameaux conduit au mausolée de Zhu Yuanchang, le premier des empereurs Ming. Mais la gloire de Nankin est de courte durée. En 1420, elle perd son titre de capitale au profit de Pékin. Elle doit attendre le XXe siècle, 1911 exactement, pour retrouver son rang grâce à Sun Yat-sen, le fondateur de la première République de Chine. De nombreux Chinois viennent aujourd'hui en pèlerinage au mausolée de Sun Yat-sen.
Les nationalistes du Kuomintang, le parti qu'il a fondé, aussi bien que les communistes, le considèrent comme le père de la Chine moderne. Retour sur les bords du Yangtze. Pai Chand est originaire de Chongqing, 2000 km en amont sur le fleuve. Quand il est arrivé à Nankin à l'âge de 20 ans, il fallait prendre le ferry pour traverser le Yangtze. C'était avant 1960, avant le pont construit par Mao Tse-tung. Ce pont a été construit grâce au savoir-faire technologique des Chinois. À l'époque, le président Mao Tse-tung a même écrit un poème en son honneur. Au début des années 1960, alors que des ingénieurs soviétiques travaillent à la construction du pont, les relations entre Pékin et Moscou se dégradent. En 1963, c'est la rupture. Mao renvoie tous les ingénieurs et techniciens russes. Les Chinois reprennent la construction du pont, en ayant pris soin, dit-on, de détruire au préalable les travaux effectués par les Soviétiques. Objet d'une immense fierté nationale, le pont sur le Yangtze est inauguré le 23 décembre 1968. On a appris l'inauguration du pont dans les journaux. Il y avait beaucoup de monde. On ne pouvait pas tous se rendre sur place. Avec mes 2 enfants, moi j'étais à la gare. On a fait des photos que j'ai conservées jusqu'à maintenant. On ne peut pas imaginer l'enthousiasme que cet événement a provoqué chez les habitants de Nankin. On a même donné le nom de ce pont à beaucoup de nouveau-nés. Les rives de la Qinghai, un petit affluent du Yangtze qui serpente au milieu de la vieille ville, ont toujours été au cœur de l'activité de Nankin. Avec ses restaurants, ses maisons de thé, ses magasins de souvenirs, c'est aujourd'hui le quartier le plus touristique de la ville. Quant à la balade en bateau au cœur de la vieille ville transformée en sapin de Noël, on reste perplexe. Au cours de la nuit, notre bateau, le Viking Century Sun, a quitté Nankin. Au petit matin, nous progressons sur le Yangtze enveloppé de brume. Le trafic est dense. Accompagné de nombreux cargos, nous arrivons à Chizhou, notre première escale. Le port de Chizhou se limite à un quai réservé d'ordinaire aux péniches et aux cargos. Mais c'est le point le plus proche pour se rendre à la montagne sainte Chiorhua, l'un des hauts lieux du bouddhisme en Chine.
Avant de se rendre au monastère, les pèlerins s'arrêtent quelques instants dans le village situé à mi-pente. Certains achètent une tortue et font un vœu à l'instant de la relâcher dans la grande pièce d'eau. D'autres choisissent les bâtons d'encens parfumés qu'ils feront brûler au temple. Ça, c'est pour le bonheur. Et ça, c'est pour la fortune. Et ça, pour l'amour. Avec eux, tous les vœux sont réalisés. L'amour, si vous avez fait un vœu, il sera réalisé. Les clients viennent de toute la Chine. Il y en a qui viennent de la campagne. Il y a même des gens riches. Ils achètent beaucoup. Il y a des gens qui viennent de Canton, de Shanghai et de Hefei, dans la province de Shandong. Tous ces gens viennent acheter ici. Nos bâtons d'encens parfumés ne sont pas très chers. On vend juste de quoi vivre. C'est vrai, on ne vend pas très cher. Les premiers moines s'installèrent dans la région au IIIe siècle de notre ère. Ils furent probablement séduits par la beauté du paysage de Tiaohuashan, la montagne des 9 splendeurs, entourée de 99 sommets. Édifié en 1630, le temple de la longévité est l'un des plus actifs. Le temple se situe sur le mont Tirua, qui est l'une des 4 montagnes sacrées du bouddhisme en Chine. Wuxia, originaire de Pékin, devint moine à l'âge de 24 ans. Après 2 années passées dans un temple, il quitte Pékin et marche pendant 7 mois jusqu'au mont Tirua. À l'endroit où se situe aujourd'hui le temple, il trouva une pierre et sous cette pierre, il découvrit une grotte dans laquelle il vécut et pria pendant 100 ans. Il a donc vécu jusqu'à l'âge de 126 ans. Sous la dynastie Tang, un peu avant le premier millénaire, la région a compté jusqu'à 150 temples et 3000 moines. Aujourd'hui, seuls quelques dizaines d'entre eux ont été rénovés et reçoivent la visite des pèlerins. De retour au bord du Yangtze, nous avons rejoint le bateau, juste à temps pour le départ et le cocktail de bienvenue du commandant. Our captain says, "Good evening, ladies and gentlemen. We sincerely welcome you on board Viking Century Sun. As our philosopher Confucius said, what a great joy to have friends from afar. To your health and to a beautiful trip." Durant la nuit, nous poursuivons notre remontée du Yangtze en direction de Huan, notre prochaine escale.
Au petit matin, la météo s'est dégradée. La pluie accompagne cette fois le brouillard. Nous allons néanmoins accoster à Wuhan. Situé plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur du pays, Wuhan est néanmoins le second port de Chine après Shanghai, d'où son surnom de Chicago de l'Orient. À l'image du célèbre Bund, le quartier d'affaires de Shanghai, Wuhan possède son avenue bordée d'immeubles cossus de la fin du XIXe siècle. Un témoignage de l'intérêt qu'elle suscitait à cette époque auprès des investisseurs et des industriels étrangers. Situé au centre de la Chine, Wuhan devient un important port commercial à l'époque où le pays s'ouvre à l'Occident. Cette situation attire un grand nombre d'hommes d'affaires étrangers qui saisissent cette opportunité commerciale. C'est le gouvernement des Jin de Mandchourie qui ouvre la ville aux étrangers. On peut dire que Wuhan est la première ville de l'intérieur de la Chine à s'ouvrir aux étrangers. À l'époque, il y avait 5 concessions étrangères. Les Anglais sont les premiers à ouvrir leurs concessions en mars 1860, suivis en 1895 par les Allemands, puis en 1896 par les Russes et les Français. Un peu plus tard, les Japonais obtiennent à leur tour une concession à Wuhan. En attendant que la pluie cesse de tomber, nous allons flâner dans les allées du grand marché de Wuhan. Une visite très instructive et qui, quel que soit l'étal, aiguise notre curiosité. Ça, c'est du poisson pêché dans le Yangtze. Ceux-là, en revanche, ont été pêchés dans un lac, à Wuchang. Les gens mangent beaucoup de poissons parce que c'est plus sain. La viande, c'est pas pareil. On dit qu'il y a des produits chimiques dans la nourriture des animaux. Les gens n'osent plus manger de la viande, ou alors ils en mangent peu. C'est pour ça qu'ils préfèrent le poisson. À compter le nombre de cargos et de barges en tout genre qui arrivent ou qui partent du port de Wuhan, on comprend les prévisions qui font de cette ville l'une des grandes métropoles de la Chine de demain.
Le commandant navigue sur le Yangtze depuis plus de 30 ans. Année après année, il a pu mesurer le développement de chacune des villes situées sur les rives du grand fleuve. On peut dire que le fleuve Yangtze est la mère de la nation chinoise. Le Yangtze ainsi que le fleuve Jaune sont indissociables de l'histoire millénaire de la civilisation chinoise. Les régions qui bordent le fleuve Yangtze ont bénéficié d'un développement économique bien plus rapide que les régions qui en sont les plus éloignées. C'est encore plus vrai depuis que l'on a construit le barrage des Trois Gorges. Grâce au barrage, des villes comme Chongqing connaissent une forte croissance. Et c'est également le cas pour toutes les régions du sud-ouest de la Chine. Nous continuons notre navigation vers l'ouest en remontant le cours du Yangtze. La fin du jour est marquée par le retour du soleil, un heureux présage à l'approche des Trois Gorges. Au matin, nous sommes à quai à Jinzhou et il fait beau. Avec 250 000 habitants, Jinzhou est une petite ville, une sorte de village à l'échelle de la Chine. Au milieu des barres d'immeubles sans âme, des vies vont se croiser. Des jeunes avancent en colonne brandissant un drapeau rouge et criant des slogans. Un homme tente de faire décoller son cerf-volant. Les jeunes révolutionnaires et le poète. Trop beau pour être vrai. Renseignement pris, ces révolutionnaires en jean et basket sont là pour faire la promotion d'un nouveau salon de coiffure qui va ouvrir en ville. Les Chinois n'auraient donc plus qu'un seul credo, vendre. Vendre à tout prix. Loin de Shanghai ou de Nankin, la Chine offre ici, à Jinzhou, un autre visage, ou plutôt un double visage. Celui de la modernité et de la tradition, de la richesse et de la pauvreté. Jinzhou possède de magnifiques remparts. Longs de 10 km, ils entourent la vieille ville qui, contrairement à celle de Nankin, a été jusqu'à présent épargnée par le commerce touristique. À l'abri des hauts murs de pierre grise, les habitants de la vieille ville continuent donc à vivre comme autrefois, en toute tranquillité.
retour à bord. Nous éloignant de Jinzhou, nous reprenons notre navigation en direction de l'un des sites les plus attendus de la croisière, les Trois Gorges. Sur le chemin de l'un des plus beaux paysages naturels de la Chine, nous observions la course du soleil couchant quand il disparut soudain, non pas à l'horizon, mais derrière un épais rideau de fumée noire craché par les cheminées d'une usine venue d'un autre âge. Au cours de la nuit, nous arrivons en vue de la première écluse du voyage. Après une montée de quelques dizaines de mètres, nous poursuivons notre route en direction du barrage des Trois Gorges que nous atteindrons au petit matin. Les crues du Yangtze ont souvent été meurtrières. Rien qu'au XXe siècle, on en dénombre 5, 1931, 1935, 1949... La crue de 1954 fait 19 000 morts. La dernière en date, celle de 1998, fait encore 1600 victimes. L'idée de construire un barrage pour réguler le cours du Yangtze est évoquée depuis de nombreux siècles, mais elle est sérieusement remise au goût du jour à l'époque de Mao, et notamment après les inondations dramatiques de 1954. Des études sont menées pour choisir l'endroit idéal, mais ce n'est que dans les années 1992 que la construction est officiellement décidée. Le barrage des Trois Gorges est devenu une destination touristique. Les Chinois sont fiers de se faire prendre en photo devant le plus grand barrage du monde. Avant la construction du barrage des Trois Gorges, le paysage dans la région était tout à fait différent de ce que vous découvrez aujourd'hui. Le site naturel des gorges était paisible, mais le courant du Yangtze était si puissant qu'il perturbait la navigation. Chaque année, et surtout en hiver, il y avait entre 20 et 80 jours pendant lesquels on ne pouvait pas naviguer. Il y avait peu de terres cultivables au pied des montagnes où passe le Yangtze. Les gens qui y vivaient étaient relativement pauvres. La fin des inondations meurtrières et la régulation du cours du Yangtze font partie des raisons qui ont poussé les dirigeants chinois à construire le barrage. Mais la première motivation demeure sans aucun doute la production d'électricité. La Chine a besoin pour alimenter sa croissance de toujours plus d'énergie. Une fois achevé, le barrage produira autant que 18 centrales nucléaires. La construction du barrage sur le Yangtze a entraîné un important déplacement de population. À ma connaissance, cela concerne environ une vingtaine de villes et de villages. Depuis le début des travaux jusqu'à aujourd'hui, on a procédé à une migration millionnaire, comme on l'appelle ici. Pour être précis, ce sont 1 130 000 personnes qui ont été déplacées. Le commandant engage maintenant son bateau dans la première des 5 écluses qu'il faut franchir pour poursuivre la navigation dans les Trois Gorges, 113 mètres plus haut.
Aussitôt après le barrage, nous remarquons une importante accumulation de la pollution à la surface de l'eau. Malgré les dénégations des autorités, l'impact environnemental est bien réel. Nous commençons alors une lente navigation dans les gorges de Xiling et les gorges de Wu, couloirs naturels forgés par le Yangtze au cœur de la montagne pendant des millions d'années. Au matin, nous quittons le Viking Centurion qui a jeté l'ancre à Wushan pour remonter à bord d'un petit bateau la rivière Taning jusqu'à la petite ville de Tachang. Cette ville nouvelle a été construite pour accueillir les habitants de plusieurs villages engloutis de la région. L'activité est encore balbutiante. Les rues sont vides. Seule l'école apporte un peu de vie dans le décor. Pas d'industrie, peu d'agriculture. La seule perspective d'avenir, c'est le tourisme. La meilleure preuve, l'État a construit tout un village à l'ancienne. L'emplacement des boutiques de souvenirs est déjà prévu. Il ne manque plus que les touristes. Pour construire le barrage, ils ont eu besoin de l'endroit où l'on vivait. C'est pour ça que l'on a été déplacé ici. Les habitants de mon village ont été relogés ici ou là dans 18 endroits différents. Je ne sais pas où ils se trouvent. Ici, la nourriture est plus chère. Par exemple, le riz, l'huile ou la farine sont plus chers que dans mon ancien village. En plus, depuis que l'on a été relogé ici, l'aide de l'État est moins importante. Elle est passée de 180 yuan à 150 yuan. En redescendant la rivière Taning, je pense aux habitants du village de Tachang que nous venons de quitter. Leurs villages sont peut-être là, engloutis quelque part au fond de la vallée, 170 mètres en dessous de nous. Des maisons, des pagodes, des souvenirs, des pans entiers de vie sacrifiés sur l'autel du progrès. On comprend la nécessité d'éviter les inondations meurtrières du Yangtze et celui de produire davantage d'électricité. Mais on ne peut affirmer que les habitants déplacés sont plus heureux dans les villes nouvelles que dans leurs anciens villages.
Quittant la rivière Taning, nous rejoignons le Yangtze et notre bateau. De retour à bord, nous nous engageons au cœur de la troisième et dernière gorge qui mène à Fengtu, l'avant-dernière escale de la croisière. L'ancienne ville de Fengtu a été engloutie sous les eaux. Vive la nouvelle Fengtu. Dans ce nouveau décor, chacun essaie de redonner un sens à sa vie. Comme dans toutes les nouvelles villes chinoises, des écrans géants diffusent à longueur de journée la bonne parole via les programmes de la télévision nationale. Les anciens n'y font pas attention. Ils préfèrent se retrouver pour parler comme ils le faisaient dans leur ancien village. Tout avait pourtant été fait, selon le responsable du parti, pour que les déplacements se déroulent sans problème. On a procédé à des déplacements collectifs et à des déplacements individuels. Les déplacements collectifs ont été organisés par le gouvernement local. Le jour du déménagement, on envoyait les orchestres traditionnels de fête avec les tambours et le gong pour accompagner les habitants vers leur nouvelle vie. Les personnes qui ont organisé elles-mêmes leur déménagement ont reçu de l'argent de l'État. Bien sûr, il y a eu des cas délicats, mais avec un bon travail idéologique et politique, ces personnes ont fini par être très heureuses de partir. 85 567 personnes, très exactement, ont été déplacées de l'ancienne ville de Fengtu vers la nouvelle. Peu à peu, les habitants ont retrouvé leurs habitudes. Ils se sont réappropriés les rues de la ville où les petits métiers ont fait leur apparition. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'ils doivent cohabiter avec les nouveaux riches, comme ce propriétaire de restaurant qui lance avec éclat son nouvel établissement.
Les habitudes ont vraiment changé dans la Chine nouvelle. Ce que regardent ses habitants, ce n'est pas la liste des camarades méritants, mais celle des entreprises de la ville qui ont réalisé le plus de profits. Sur la place centrale de la ville, les anciens se réunissent chaque jour, autant pour s'adonner au plaisir du chant que pour se retrouver entre amis. Il y a des personnes âgées qui viennent ici presque tous les jours parce qu'elles aiment chanter. Mais il y a aussi des personnes beaucoup plus âgées que moi qui font du tai chi. Les anciens aiment pratiquer toutes ces activités. Dans les nouvelles villes, les installations sont meilleures, la vie est bien organisée. On a par exemple beaucoup plus de temps pour les loisirs, pour pratiquer des activités bénéfiques pour la santé. En même temps, c'est une façon de contribuer à notre manière à l'animation de la nouvelle ville. Nous quittons Fengtu et nous nous dirigeons vers Chongjing, la dernière ville de la croisière. Jusqu'à l'arrivée à Chongjing, la plupart des passagers de la croisière n'avaient jamais entendu parler de cette ville. Ce qu'ils découvrent, c'est une métropole gigantesque, une sorte de Hong Kong illuminant les courbes du Yangtze. Avec 30 millions d'habitants, Chongjing est la plus grande ville du monde. Et elle ne cesse de grandir. Selon les prévisions des autorités de la ville, à l'échéance de 2020, elle aura rejoint et avalé toutes les autres villes de la région pour constituer une mégalopole de 200 millions d'habitants. Au début de la dynastie des Qing, on parlait déjà, selon les chiffres de l'époque, de 200 à 300 000 habitants à Chongqing. À l'époque contemporaine, au moment de l'introduction de la culture et de l'économie occidentale, Chongqing est devenu une clé pour entrer dans la région du sud-ouest de la Chine. On dit toujours que pour connaître la Chine, il faut tout d'abord connaître Shanghai. Mais pour connaître le sud-ouest de la Chine, il faut ouvrir la ville de Chongqing.
Quand l'armée japonaise a envahi le pays, beaucoup de gens sont venus par le Yangtze se réfugier jusqu'ici à Chongqing. C'est pour cela que beaucoup d'activités commerciales, industrielles et culturelles se sont concentrées à Chongqing, qui était alors la seconde capitale du gouvernement du Kuomintang. Tianjin, dont le nom signifie double bonheur, est entré dans l'histoire contemporaine de la Chine quand Chiang Kai-shek, le chef du Kuomintang, et Mao Tse-tung, le leader du Parti communiste, s'y sont rencontrés à la fin des années 1930 pour s'entendre sur la façon de lutter contre l'envahisseur japonais. La maison où se déroule leur entrevue est aujourd'hui un musée, dans lequel la télévision chinoise tourne l'un des épisodes de cette histoire. Notre film raconte l'histoire de la lutte honorable du président de la Ligue démocratique de Chine, Zhang Lan. Dans une lettre publique, Zhang Lan demande aux représentants du parti nationaliste, le Kuomintang, mais aussi au parti communiste, de mettre un terme à partir du 1er janvier au combat entre leurs armées respectives. Il espérait ainsi obtenir la paix dans le pays. Non seulement Chongqing ne cesse de s'étendre vers l'extérieur, mais elle dévore tous les espaces qu'elle peut à l'intérieur. Le temple des Ashrats, qui occupait la moitié de l'ancienne cité, est aujourd'hui enfermé entre les tours de la ville moderne. L'ancien bourg de Chichiku apparaît aujourd'hui comme une exception, une sorte de réserve, un îlot où les habitants viennent se promener en famille afin de retrouver l'ambiance, les parfums et les saveurs de la Chine d'autrefois. Commencée à Nankin, l'ancienne capitale de l'Empire du Milieu,
Cette croisière sur le Yangtze s'achève au pied des tours gigantesques de Chongqing, qui préfigurent la Chine de demain. Cette Chine qui s'ouvre sur le monde saura-t-elle préserver l'héritage d'une civilisation plusieurs fois millénaire ?